Nous avons donné tes 40 000 € à ta sœur car elle va épouser un vicomte et elle a besoin de standing alors que toi tu as ton jardinier. Hubert, mon père riait en mangeant son rôti, la graisse brillant sur ses lèvres. Je n'ai rien dit. J'ai senti mon sang se glacer mais je n'ai pas versé une larme. J'ai regardé Marceau, mon fiancé que ma mère avait forcé à manger en chaussettes pour ne pas salir le tapis. Il a posé sa fourchette doucement. Il a essuyé la boue imaginaire sur sa chemise de flanelle et a dit d'une voix calme terrifiante qu'il était le propriétaire de la banque qui détenait leur hypothèque. Le silence qui a suivi fut absolu. Le sourire de ma sœur s'est figé comme de la cire froide. Mais avant de vous raconter comment mon fiancé a mis ma famille à genoux sans lever le petit doigt, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure est-il chez vous car je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire va voyager. Je m'appelle Garance. J'ai 28 ans et je vis à Clermont-Ferrand au cœur de l'Auvergne. Les volcans ici dorment depuis des millénaires mais ce soir-là dans la salle à manger de mes parents une éruption était sur le point de se produire, une explosion qui allait réduire en cendres les fondations mêmes de notre famille. Nous étions dimanche. Comme d'habitude, l'air de la maison familiale sentait la cire d'abeille, l'encaustique et le jugement silencieux. La maison est une vieille bâtisse en pierre de Volvic, cette pierre noire volcanique sombre et austère située dans le quartier le plus huppé de la ville près de la place de Jaude. Mes parents Hubert et Bérénice y règnent comme un roi et une reine en exil, s'accrochant désespérément à une gloire passée qui n'existe plus que dans leur tête. À ma droite il y avait Ophélie, ma sœur cadette de 25 ans. Elle portait une robe en soie crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, une petite citadine d'occasion. Elle faisait tourner le vin dans son verre en cristal admirant le reflet des lustres. Ophélie a toujours été la princesse de la maison. Celle qui méritait le meilleur simplement parce qu'elle existait, simplement parce qu'elle savait sourire et battre des cils au bon moment. À ma gauche il y avait Marceau. Mon Marceau. Il portait sa tenue de travail habituelle, un pantalon en toile robuste, une chemise à carreaux un peu usée au coude et ses mains étaient rugueuses, marquées par la terre et le travail. Quand nous sommes arrivés une heure plus tôt, ma mère Bérénice a fait une grimace de dégoût en voyant les bottes de Marceau. Laissez ça dehors, a-t-elle ordonné sans même un bonjour. Et Marceau, pour l'amour du ciel, essaie de ne pas toucher la nappe avec tes manches sales, c'est du lin d'Irlande brodé à la main. Marceau n'a pas bronché. Il a retiré ses bottes docilement. Il est entré dans la salle à manger en chaussettes. Une humiliation subtile, calculée. C'était leur façon de lui rappeler sa place, celle d'un bouseux, d'un simple jardinier indigne de leur fille aînée. Le dîner avait commencé par des banalités. Ophélie monopolisait la conversation parlant de son fiancé, un certain Charles-Édouard, soi-disant vicomte, qu'elle avait rencontré il y a à peine 2 mois dans un club d'équitation exclusif. Le mariage sera grandiose, maman, disait-elle en piquant une pomme de terre rissolée. Charles veut absolument le château de la Loire. Il dit que rien n'est trop beau pour sa future vicomtesse. Hubert, mon père, la regardait avec des yeux brillants d'admiration. C'est ma fille. Tu as le sens de la grandeur, Ophélie. Tu sais ce qui est important dans la vie. Puis il s'est tourné vers moi. Son visage a changé. Le sourire chaleureux a laissé place à un masque d'ennui poli et de dédain à peine voilé. Garance, a-t-il dit en s'essuyant la bouche avec sa serviette en tissu. Puisqu'on parle de mariage, nous devons discuter du livret A que grand-mère t'avait laissé. Mon cœur a fait un bond. Ce livret contenait 40 000 €. C'était l'héritage de ma grand-mère paternelle, la seule personne qui m'avait vraiment aimée dans cette famille, la seule qui voyait ma valeur. Elle m'avait dit avant de mourir que c'était pour mon grand jour ou pour m'acheter ma liberté. Oui, ai-je répondu, espérant naïvement qu'il allait me transférer la gestion du compte pour mon propre mariage avec Marceau. J'ai dû faire un arbitrage financier, a dit Hubert, comme s'il parlait de la météo ou du cours de la bourse. J'ai vidé le compte ce matin. J'ai viré la somme à Ophélie pour l'acompte du château. Le temps s'est arrêté. Le bruit des couverts a cessé. Même l'horloge grand-père dans le coin a semblé retenir son souffle. Pardon, ai-je murmuré, ma voix étranglée par le choc. Ophélie en a besoin maintenant, a-t-il poursuivi agacé que je pose une question. C'est une opportunité unique d'entrer dans l'aristocratie. Elle a besoin de cash tout de suite pour bloquer la date. Toi enfin, soyons réalistes, Garance. Tu vas épouser Marceau. Un barbecue dans son jardin suffira amplement, non. Pas besoin de tralala quand on épouse un jardinier.
Ophélie a ri. Un rire cristallin cruel. Oh merci papa. Tu es le meilleur. Garance ne fait pas cette tête. Tu n'aurais pas su quoi faire de cet argent de toute façon. Tu as des goûts tellement rustiques. J'ai regardé ma mère. Elle évitait mon regard réajustant son collier de perles faussement distraite. J'ai regardé mon père fier de sa gestion patrimoniale. Il venait de me voler. Légalement peut-être car j'avais bêtement laissé la procuration à mon père par confiance aveugle mais moralement c'était un viol. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit sec. Crac. C'était le verre à eau dans la main de Marceau. Il l'avait serré si fort qu'une fissure venait d'apparaître. Mais son visage restait impassible. Seuls ses yeux d'habitude couleur miel étaient devenus sombres comme un orage sur le puits de Dôme. Il s'est penché vers moi et a chuchoté « Tu me fais confiance ». J'ai hoché la tête incapable de parler. Alors la guerre a commencé. Pour comprendre pourquoi ce moment a été le point de rupture, il faut que je vous raconte d'où je viens. Je n'ai pas toujours été cette femme silencieuse à table. J'ai été façonnée, brisée et recollée morceau par morceau tout comme les objets que je restaure aujourd'hui. Je suis restauratrice de céramique. Mon métier consiste à prendre des objets anciens brisés, oubliés et à leur redonner vie. Je pratique le kintsugi, cet art japonais ancestral qui répare les brisures avec de la laque saupoudrée d'or. Je sublime les cicatrices au lieu de les cacher. C'est ironique, n'est-ce pas, car dans ma famille les cicatrices devaient être invisibles et la perfection apparente était la seule monnaie d'échange valide. J'ai grandi dans l'ombre d'Ophélie. Dès sa naissance, elle a été le soleil autour duquel mes parents orbitaient. Ophélie était fragile. Ophélie était sensible. Ophélie avait besoin d'attention constante. Moi j'étais l'aînée. J'étais censée être solide, autonome, invisible. Je me souviens des soirs où je faisais mes devoirs seule dans la cuisine pendant que mes parents applaudissaient Ophélie dans le salon pour une simple pirouette maladroite. Le souvenir le plus douloureux remonte à mes 18 ans. C'était l'été. J'avais passé 3 mois entiers enfermée dans le vieil atelier de mon grand-père au fond du jardin à restaurer un vase de Sèvres du XVIIIe siècle que j'avais trouvé dans une brocante. C'était mon chef-d'œuvre, mon ticket d'entrée pour une école d'art prestigieuse à Paris. Il valait une fortune, mais pour moi il valait ma liberté, mon échappatoire de cette maison étouffante. Un après-midi, alors que la lumière dorée de juillet inondait l'atelier, Ophélie est entrée en trombe en pleurant. Son petit copain du lycée venait de la quitter par SMS. Elle était hystérique. Elle gesticulait, hurlait, lançait des objets. J'ai essayé de la calmer, de la raisonner. Attention au vase, Ophélie, ai-je crié terrifiée. Elle m'a regardé, les yeux rouges de rage et de jalousie. Tu ne penses qu'à tes vieilles croûtes. Tu t'en fiches que je souffre. Tu es égoïste, Garance. Et d'un geste brusque délibéré, elle a poussé le vase qui trônait sur l'établi. Il est tombé au ralenti. Le bruit de la porcelaine se fracassant sur le sol en pierre résonne encore dans mes cauchemars comme le son de mon avenir qui se brisait. 3 mois de travail. Mon avenir. En miettes. Le bruit a fait accourir mon père. Il a vu les débris éparpillés. Il a vu Ophélie qui pleurait de fausses larmes de peur maintenant réalisant ce qu'elle avait fait. Et il m'a vu moi pétrifier, les mains couvertes de poussière de porcelaine. Avant que je puisse dire un mot, la main d'Hubert a claqué sur ma joue. Une gifle cuisante violente. Garance. Combien de fois je t'ai dit de ne pas laisser traîner tes affaires. Regarde ce que tu as fait. Tu as effrayé ta sœur. Elle aurait pu se couper avec ses éclats coupants. Mais papa, elle l'a poussée, ai-je balbutié, la joue en feu, les larmes montant aux yeux. Tais-toi. Ne mens pas pour couvrir ta maladresse. Ophélie est bouleversée. Elle a besoin de soutien, pas d'accusation. Il a pris Ophélie dans ses bras, la berçant comme un bébé. Chut, ma chérie, ce n'est rien. C'est juste un vieux vase sans importance. Garance va tout nettoyer. J'ai passé la nuit à genoux à ramasser les éclats de mon rêve un par un. J'ai dû vendre mon vélo pour rembourser les matériaux perdus car mon père refusait de payer pour mes bêtises. Je n'ai pas pu présenter mon dossier à l'école de Paris. Je suis restée à Clermont-Ferrand à réparer les erreurs des autres. C'est ce jour-là que j'ai compris mon rôle. J'étais la domestique émotionnelle de cette famille. J'étais celle qui nettoyait. Ophélie était celle qui cassait.
Et mes parents étaient ceux qui applaudissaient le spectacle tragique. J'ai cru que je finirais ma vie seule dans cet atelier poussiéreux à coller des morceaux de porcelaine avec mes larmes jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui aimait la boue plus que les diamants. C'était il y a 2 ans. Je vivais encore chez mes parents, je payais un loyer bien sûr contrairement à Ophélie qui vivait là gratuitement et se faisait servir comme une reine. C'était le printemps. Hubert avait décidé de refaire entièrement la pelouse pour une réception mondaine qu'il organisait pour impressionner ses anciens collègues de la banque. Un vieux camion Citroën cabossé et couvert de terre séchée s'est garé dans l'allée gravillonnée. Un homme en est descendu. C'était Marceau. Il portait une salopette de travail verte tachée et déchargeait des sacs de fumier organique. L'odeur était forte, prenante, une odeur de terre et de vie. Ma mère, qui observait depuis la fenêtre du salon, a mis un mouchoir parfumé devant son nez avec une expression de dégoût absolu. Quelle horreur a-t-elle pesté? Garance, va dire à cet homme de passer par l'entrée de service. Je ne veux pas qu'il croise nos invités. Je ne veux pas que cette odeur imprègne mes rideaux. Je suis sortie. L'homme s'est retourné. Il avait des cheveux châtains en bataille et une trace de terre sur la joue. Mais quand il m'a souri, j'ai vu ses yeux. Des yeux couleur d'ambre rieur et incroyablement doux. Il ne semblait pas gêné par l'odeur ou par son apparence. Il semblait ancré solide comme un chêne centenaire. Bonjour, a-t-il dit d'une voix grave et chaleureuse. Désolé pour le parfum champêtre. C'est de l'or noir pour les rosiers, vous savez. Si vous voulez de belles roses, il faut accepter un peu de fumier. Au lieu de le chasser comme ma mère l'avait ordonné, je lui ai apporté un verre de limonade fraîche. Nous avons discuté pendant 1 heure debout près du tas de compost, ignorant les regards furieux de ma mère derrière la vitre. Il m'a parlé de la terre, des cycles de la lune, de la patience qu'il faut pour faire pousser une tomate parfaite. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'agriculture à petite échelle, qu'il essayait de respecter la nature. Pour ma famille, c'était un bouseux à rater. Pour moi, c'était une bouffée d'oxygène pur dans un monde asphyxié par les apparences. Nous avons commencé à nous voir en secret. Nos rendez-vous n'avaient rien de glamour. Pas de restaurants étoilés, pas de théâtre, pas de soirée cocktail. Nous allions marcher dans la chaîne des puits grimpant sur les volcans endormis. Nous mangions des sandwichs au jambon assis sur l'herbe regardant Clermont-Ferrand d'en haut, toute petite et insignifiante. Marceau conduisait toujours ce vieux pick-up qui tremblait dès qu'on dépassait les 80 km/h. Il portait toujours des vêtements simples. Il ne m'a jamais offert de bijoux. À la place, il m'apportait des paniers de légumes qu'il avait cultivés lui-même, des tomates cœur de bœuf énormes, des courgettes brillantes ou des bouquets de fleurs sauvages cueillies le matin même. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, Garance, me disait-il souvent en me caressant les cheveux avec ses mains rugueuses. Juste mes 2 mains et un cœur qui bat pour toi. C'est tout ce que je veux, je répondais. Et c'était la vérité. Je me fichais de l'argent. J'avais vu ce que l'argent faisait à ma famille, il les rendait cruels, superficiels, vides. Avec Marceau, je me sentais riche d'autre chose, riche de sincérité et de paix. Mais je ne savais pas alors que Marceau me cachait quelque chose. Un secret énorme enfoui sous des couches de modestie et de terre. 6 mois après notre rencontre, un jour de pluie torrentielle typique de la région, j'ai emprunté le pick-up de Marceau pour transporter des caisses de céramique fragiles vers mon atelier. Il était resté à sa ferme pour une urgence avec les bêtes, une mise bas difficile, m'avait-il dit. En cherchant des mouchoirs dans la boîte à gants car j'avais éternué, mes doigts ont touché une enveloppe épaisse en papier vélin de haute qualité. Ce n'était pas une facture de semences ou un bon de livraison taché de café. C'était trop luxueux, trop officiel. La curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un contrat. Un contrat officiel tamponné par le ministère de l'Agriculture et une grande chaîne de distribution allemande. Le montant du contrat, 12,5 millions d'euros. Le signataire Marceau V. Président directeur général du groupe Auvergne Bioagri. J'ai relu le chiffre 3 fois. 12 millions. J'ai regardé autour de moi dans la cabine du vieux camion qui sentait le chien mouillé et le tabac froid. J'ai regardé le volant usé par le temps, le siège passager déchiré. Rien ne collait. C'était impossible. Ce soir-là, je suis allé le voir dans sa petite maison en bois isolée au milieu des champs. J'ai posé le contrat sur la table de la cuisine en pain brut. C'est quoi ça, Marceau, ai-je demandé, la voix tremblante. Tu blanchis de l'argent. Tu es un criminel.
Tu travailles pour un cartel. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux mouillés par la pluie. Il n'avait pas l'air coupable, juste fatigué. Non, Garance. Je ne suis pas un criminel. Je suis un agriculteur qui a réussi. Il m'a tout expliqué. Il avait hérité d'un petit lopin de terre stérile à 20 ans. Au lieu de vendre comme tout le monde, il avait investi dans l'agriculture biologique bien avant que ce soit la mode. Il avait travaillé jour et nuit. Il avait développé des brevets sur des engrais naturels, racheté des terres abandonnées, créé une coopérative géante. Aujourd'hui, il était le plus gros propriétaire terrien de la région et le fournisseur principal de produits bio pour la moitié de l'Europe. Mais pourquoi ai-je pleuré? Pourquoi vivre comme ça? Pourquoi ce camion pourri? Pourquoi me laisser croire que tu es pauvre? Il m'a pris les mains et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que je déteste ce monde, Garance. J'ai essayé au début quand le succès est arrivé. J'ai fréquenté les soirées mondaines à Paris. J'ai vu des femmes me regarder comme un portefeuille sur pattes. J'ai vu des amis devenir des sangsues. Je voulais quelqu'un qui m'aime pour mes mains sales, pas pour mon chéquier. Je voulais être sûre. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Et toi, tu m'as aimé quand je sentais le fumier. Tu m'as défendu devant tes parents quand ils me traitaient de moins que rien. Tu es la seule chose vraie dans ma vie. J'étais sous le choc. Mon jardinier était un magnate de l'industrie. S'il te plaît, a-t-il ajouté. Gardons le secret encore un peu. Je veux voir jusqu'où ta famille peut aller dans le mépris. Je veux savoir qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a rien à gagner. J'ai accepté. Je ne savais pas que ce test allait révéler la noirceur absolue de l'âme de mes parents et précipiter leur chute. Si vous étiez à ma place, auriez-vous été en colère qu'il vous cache sa fortune ou soulagé? Dites-le moi en commentaire. Quelques mois plus tard, Marceau m'a demandé en mariage. Il l'a fait au milieu d'un champ de tournesol au coucher du soleil quand le ciel était rouge-feu. Il a sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant Tiffany étincelant. Il y avait un anneau qu'il avait façonné lui-même en argile cuite brute irrégulier brun. Mais incrusté au centre presque invisible, il y avait un diamant brut non taillé. Pour les autres, c'est de la terre, a-t-il dit. Pour nous, c'est un trésor caché. Comme nous. J'ai pleuré de joie. J'ai dit oui. C'était la plus belle bague du monde car elle racontait notre histoire. Mais quand nous sommes allés annoncer la nouvelle à mes parents, la réaction a été glaciale, prévisible et blessante. Nous étions dans le salon. Ophélie a attrapé ma main pour voir la bague. Elle a éclaté de rire, un rire moqueur et strident. C'est une blague, a-t-elle gloussé. C'est quoi ça? De la boue séchée. Marceau, tu n'as même pas pu lui payer un zirconium au supermarché. C'est pathétique. C'est symbolique, a répondu Marceau calmement sans se démonter. C'est moche, oui, a tranché ma mère Bérénice en détournant le regard. Garance, tu ne vas pas porter cette horreur en public, j'espère. Que vont dire les voisins? On dirait un bricolage de maternelle. Tu vas nous faire honte. Hubert, lui, ne regardait même pas Marceau. Il lisait son journal financier, feignant l'indifférence. Bon, si vous voulez vous marier, faites-le, a-t-il grommelé. Mais ne comptez pas sur moi pour payer une réception. Je ne vais pas inviter mes partenaires de golf pour qu'ils voient ma fille épouser un saisonnier sans avenir. Faites ça à la mairie un mardi matin, qu'on n'en parle plus. De toute façon, a ajouté Ophélie avec un sourire venimeux, je vais me marier bientôt avec Charles-Édouard. Il ne faudrait pas que ton petit mariage low cost fasse de l'ombre à mon événement de l'année. Charles-Édouard va m'offrir un saphir, c'est la tradition dans sa famille. J'ai serré la main de Marceau sous la table. Je voulais hurler. Je voulais leur jeter le contrat de 12 millions au visage, leur dire qu'ils étaient des idiots aveugles. Mais Marceau m'a fait un petit signe discret. Patience. Ne t'inquiète pas, Hubert, a dit Marceau. Nous n'aurons pas besoin de votre aide. Nous nous débrouillerons. Tant mieux, a répondu mon père. Parce que les temps sont durs, mon garçon. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un héritage. Il mentait. Je ne savais pas encore à quel point, mais il préparait déjà le terrain pour le vol qu'il allait commettre lors de ce fameux dîner dominical, utilisant l'excuse des temps durs pour justifier sa cupidité. Revenons à ce dîner. L'atmosphère était devenue toxique, irrespirable.
L'annonce du vol de mes 40 000 € flottait au-dessus de la table comme un gaz empoisonné. Tu ne peux pas faire ça, papa, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. C'est l'argent de grand-mère. C'est illégal. Elle me l'a laissé à moi. Ne sois pas procédurière, Garance, a soupiré ma mère en coupant sa viande avec une délicatesse qui contrastait avec la cruauté de ses mots. Nous sommes une famille. L'argent circule là où il est le plus utile. Ophélie a une chance d'entrer dans la noblesse. C'est un investissement pour nous tous. Quand elle sera vicomtesse, elle pourra t'inviter dans son château. Tu pourras même, je ne sais pas, réparer ces vieilles assiettes dans les cuisines. Ophélie a ricané, renversant accidentellement quelques gouttes de vin rouge sur le pantalon de Marceau. Oups, pardon, Marceau. Oh, ça va, ton pantalon est déjà sale de toute façon. C'est quoi ces taches marron? De la bouse de vache. Elle a pris une serviette en papier froissé et l'a jetée sur lui comme on jette un os à un chien. Nettoie ça. Je ne veux pas que ça pue le fumier pendant mon dessert. C'était trop. J'ai vu les muscles de la mâchoire de Marceau se contracter. C'était la goutte d'eau. Pas le vol de l'argent. Pas les insultes sur ma bague. Mais le mépris absolu déshumanisant avec lequel il le traitait. Il ne voyait pas un homme. Il voyait un déchet. Marceau n'a pas pris la serviette. Il s'est levé lentement. Il faisait une tête de plus que mon père. Sa carrure sculptée par le travail physique remplissait soudainement la pièce. Il ne s'est pas énervé. Il n'a pas crié. Il est devenu froid. Glacial. Une froideur de PDG habitué à écraser la concurrence lors de négociations impitoyables. Monsieur D, a commencé Marceau en s'adressant à mon père avec une formalité inquiétante. Vous êtes sûr de votre décision? Vous confirmez avoir détourné les fonds de Garance pour financer les caprices de cet enfant gâté. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton, a aboyé Hubert, essayant de retrouver son autorité perdue. Tu es chez moi. Je fais ce que je veux avec mon argent. Ce n'est pas votre argent, a corrigé Marceau. Et bientôt ce ne sera plus chez vous non plus. Avant que mon père puisse répliquer, Marceau a sorti son téléphone. Pas le vieux Nokia cabossé qu'il utilisait au chantier pour ne pas l'abîmer. Il a sorti un smartphone ultra moderne, le dernier modèle inséré dans une coque en cuir patiné de luxe. Il a composé un numéro et a mis le haut-parleur. La sonnerie a retenti 2 fois dans le silence de mort de la salle, à manger 2 sonneries longues et lourdes de conséquences. Puis une voix d'homme a répondu. Une voix déférente, professionnelle, un peu nerveuse. Bonsoir, Monsieur le Président. À quoi dois-je l'honneur de votre appel un dimanche soir? Mon père a froncé les sourcils. Il a reconnu la voix. C'était Jean-Pierre L., le directeur de l'agence bancaire locale où mon père avait ses comptes depuis 30 ans. Un homme devant qui mon père s'inclinait toujours, qu'il traitait avec un respect obséquieux. Et cet homme appelait Marceau Monsieur le Président. Bonsoir Jean-Pierre, a dit Marceau calmement, ses yeux fixés sur ceux de mon père, ne le lâchant pas du regard. Je vous appelle concernant le dossier de crédit numéro 78B. Celui de Monsieur Hubert D. La villa de l'avenue Lavoisier. Hubert est devenu blanc comme un linge. C'est comme si tout le sang avait quitté son corps d'un coup. Comment connais-tu ce dossier, a-t-il bégayé, sa voix tremblant de peur. Marceau l'a ignoré, continuant de s'adresser au téléphone. Jean-Pierre, quelle est la situation de ce dossier? La voix au téléphone a hésité, semblant consulter des documents, puis a répondu. Eh bien monsieur, c'est confidentiel, mais puisque vous êtes l'actionnaire majoritaire de notre groupe bancaire régional depuis le rachat de la semaine dernière, je peux vous le dire. Le client est en défaut de paiement depuis 6 mois. Il a multiplié les crédits à la consommation pour maintenir son train de vie. La maison est hypothéquée à 110%. Nous allions lancer la procédure de saisie le mois prochain. Boum. La vérité a explosé comme une bombe au milieu de la table. Mes parents n'étaient pas riches. Ils étaient ruinés. Ils vivaient à crédit pour maintenir les apparences, pour continuer à jouer aux aristocrates. Le vol de mes 40 000 € n'était pas juste pour le mariage d'Ophélie. C'était probablement pour payer les intérêts de leurs dettes et garder la tête hors de l'eau encore quelques semaines pour retarder l'inévitable. Merci Jean-Pierre, a dit Marceau d'un ton sec. Je veux que vous activiez la clause de remboursement anticipé immédiat. Je rachète la dette personnelle de Monsieur D à titre privé.
Je deviens son créancier direct dès demain matin 8h00. Préparez les papiers d'expulsion. Bien sûr, monsieur. Ce sera fait, a répondu le banquier. Marceau a raccroché. Il a posé le téléphone sur la table en acajou. Le bruit a résonné comme un coup de marteau de juge prononçant une sentence irrévocable. Il a regardé mon père qui tremblait maintenant de tous ses membres comme une feuille morte. Vous voyez, Hubert, a dit Marceau doucement. Vous m'avez traité de bouseux. De jardinier. De rien du tout. Mais en réalité, je possède les terres qui entourent cette ville. Je possède les camions qui livrent votre nourriture. Et depuis la semaine dernière, je possède la banque qui possède votre maison. Il a fait une pause laissant l'information pénétrer leurs cerveaux étroits et choqués. Je suis Marceau V, fondateur du groupe Auvergne Bioagri. Mon chiffre d'affaires annuel ferait passer votre fortune passée pour de l'argent de poche. Et vous venez de voler la femme que j'aime. Ma mère a lâché sa fourchette. Elle est tombée dans son assiette avec un bruit de porcelaine cassée, un bruit strident qui a fait sursauter tout le monde. Ophélie avait la bouche ouverte, une petite tache de vin sur sa lèvre inférieure qu'elle oubliait d'essuyer, ses yeux écarquillés comme des soucoupes. Tu es riche, a couiné Ophélie. C'était la seule chose qu'elle avait retenue. La seule chose qui comptait pour elle. Riche? Marceau a ri, un rire sans joie, un rire sec et dur. Ophélie, je pourrais acheter le château que tu convoites, le faire démonter pierre par pierre et le remonter dans mon jardin pour servir de niche à mon chien. Et je ne m'en apercevrais même pas sur mon compte en banque. La satisfaction que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible. C'était comme si toutes les années d'humiliation, toutes les gifles, tous les silences s'évaporaient. Mon jardinier venait de devenir le roi et ils étaient les bouffons de leur propre tragédie. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Ce qui s'est passé ensuite a été le spectacle le plus dégoûtant auquel j'ai jamais assisté. La dignité de ma famille s'est dissoute plus vite qu'un cachet d'aspirine dans de l'eau. Ma mère Bérénice s'est levée précipitamment, renversant presque sa chaise. Elle a contourné la table et s'est approchée de Marceau, les mains jointes comme pour une prière, son visage tordu en un sourire grotesque. Oh Marceau! Mon cher Marceau! Mais quelle merveilleuse surprise! Nous savions enfin, nous sentions que tu avais quelque chose de spécial. N'est-ce pas, Hubert? Je l'ai toujours dit. Il a une aura de leader, une noblesse naturelle. Tu m'as fait entrer en chaussettes. Bérénice a rappelé Marceau froidement, reculant d'un pas pour ne pas qu'elle le touche. Tu as dit que je salissais ton tapis. Tu as dit que je sentais le fumier. Une plaisanterie. Juste une petite taquinerie familiale. On a un humour très particulier, tu sais. On aime bien tester les gens. Elle riait nerveusement, ses yeux dartant vers le téléphone sur la table, terrifiée par le pouvoir qu'il représentait, calculant déjà comment elle pouvait profiter de la situation. Puis ce fut au tour d'Ophélie. Et là j'ai failli vomir de dégoût. Elle s'est levée, a lissé sa robe de soie sur ses hanches, a remis une mèche de cheveux derrière son oreille et a adopté sa voix la plus sensuelle, celle qu'elle utilisait pour manipuler les hommes. Elle a ignoré mon père qui était en train de s'effondrer sur sa chaise, ignoré ma mère et surtout elle m'a ignoré moi, sa propre sœur. Elle s'est dirigée vers Marceau comme un chat vers un bol de lait ondulant des hanches. Waouh, a-t-elle murmuré en s'approchant de lui, envahissant son espace personnel, son parfum capiteux saturant l'air. Tu es un sacré cachotier, toi. J'adore les hommes puissants qui savent se cacher. C'est tellement sexy le mystère. Elle a posé sa main manucurée sur le bras de Marceau là où elle avait jeté la serviette sale quelques minutes plus tôt, caressant le tissu de sa chemise. Tu sais, Garance est gentille mais elle est très simple. Elle n'a pas les codes pour vivre dans ton monde. Tu as besoin d'une femme qui sait briller en société, qui sait organiser des galas de charité, qui sait recevoir des ministres. Je pourrais t'apprendre tellement de choses. On ferait un couple explosif, toi et moi. Le roi et sa reine. Elle draguait mon fiancé. Devant moi. Devant ses parents. Juste après avoir appris qu'il était millionnaire. C'était d'une bassesse absolue, une trahison ultime. Marceau a regardé sa main sur son bras comme s'il s'agissait d'une tarentule venimeuse ou d'une limace gluante.
D'un geste brusque violent, il a reculé, secouant son bras comme pour se débarrasser d'une souillure. Ne me touche pas, a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte mais elle vibrait de dégoût et de mépris. Tes mains sont sales, Ophélie. Pas de terre mais de cupidité. Tu me dégoûtes. Ophélie a reculé, choquée, le visage cramoisi d'humiliation. Je voulais juste être gentille, a-t-elle crié, vexée comme une enfant prise en faute. Tu voulais juste changer d'hôte, a rétorqué Marceau. Tu es un parasite. Et Garance n'est pas simple. Elle est authentique. Elle vaut 1000 fois plus que toi et ton faux vicomte et tes châteaux imaginaires. Garance est une reine. Toi tu n'es qu'une courtisane ratée sans talent ni cœur. Comment oses-tu, a hurlé ma mère, essayant de défendre sa préférée par réflexe avant de se rappeler qu'elle parlait à l'homme qui tenait leur vie entre ses mains. Elle s'est tue immédiatement, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Hubert, lui, était toujours assis prostré. Il avait sorti une calculatrice de sa poche et semblait faire des calculs frénétiques, ses mains tremblantes appuyant sur les touches. Il a levé la tête, le visage couvert de sueur, les yeux fous. Marceau, mon fils. On peut s'arranger. On peut trouver un accord. Entre hommes d'affaires. On peut faire une fusion. Je ne suis pas votre fils, a tranché Marceau. Et il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a que des conséquences. Marceau a sorti une carte de visite de sa poche. Noir mat, lettres dorées en relief épaisse et lourde. Il l'a jetée sur la table à côté de l'assiette de rôti froid. Elle a glissé et s'est arrêtée juste devant mon père. Voici mes conditions, a-t-il annoncé. Vous avez 24 heures. Pas une minute de plus. Je veux que les 40 000 € de Garance soient virés sur son compte personnel. Pas le mien, le sien. Et puisque vous aimez l'argent, vous allez ajouter 10% d'intérêt pour le préjudice moral. Ça fait 44 000 €. Mais on ne les a pas, à pleurnicher Hubert, s'essuyant le front avec sa serviette sale. J'ai tout envoyé pour l'acompte du château. C'est non remboursable. Je suis à sec, Marceau. Et pitié. Débrouillez-vous, a dit Marceau impitoyablement. Vendez les bijoux de Bérénice. Vendez la voiture d'Ophélie. Vendez vos clubs de golf. Vendez vos grands crus. Je m'en fous. Si demain à 20h00 l'argent n'est pas là, je lance la saisie de la maison. Et croyez-moi, mes avocats sont beaucoup plus rapides et impitoyables que votre banquier. Il s'est tourné vers moi. Son visage s'est adouci instantanément, passant de la pierre au velours. On y va, Garance. Il m'a tendu la main. Cette main rugueuse que j'aimais tant, cette main qui venait de me sauver. Je me suis levée. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Mon père, un escroc ruiné, pathétique. Ma mère, une snob terrifiée et vide. Ma sœur, une opportuniste humiliée et méchante. Ils me regardaient tous avec des yeux implorants comme des mendiants. Garance, dis-lui, a supplié ma mère, tendant la main vers moi. Tu ne peux pas laisser faire ça. Nous sommes ta famille. Tu nous dois le respect. J'ai pris une profonde inspiration. L'air de la pièce sentait le rance, la peur et la trahison. Ma famille, ai-je dit doucement mais fermement. Non. Ma famille, c'est l'homme qui se tient à côté de moi. Vous n'êtes que des gens avec qui je partageais un code génétique et un toit. C'est fini. Je ne vous dois rien. Vous m'avez tout pris mais vous ne me prendrez pas mon avenir. J'ai pris la main de Marceau. Nous sommes sortis sans un regard en arrière, traversant le couloir sombre, franchissant la porte d'entrée en chêne massif. Dehors, l'air de la nuit était frais et pur, chargé de l'odeur des volcans. Marceau m'a ouvert la portière de son vieux camion boueux comme si c'était un carrosse royal. Quand il a démarré le moteur, le vrombissement familier m'a apaisé. J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse mais de soulagement. Un soulagement immense, violent, physique. Les chaînes étaient brisées. Je respirais enfin. Le lendemain matin à 9h00, mon téléphone a vibré. Notification de la banque, virement reçu de Hubert D. Montant 44 000 €. Ils avaient trouvé l'argent. Je ne sais pas comment et je m'en fiche. Peut-être qu'ils ont vendu les bagues d'Ophélie au mont-de-piété. Peut-être qu'ils ont emprunté à un usurier. Peut-être qu'ils ont vendu leur âme au diable. L'important, c'est que j'avais récupéré ce qui était à moi. Et bien plus encore, j'avais récupéré ma dignité. Vous pensez que ça s'est arrêté là?
Que ma famille a accepté sa défaite avec dignité? Bien sûr que non. Quand les rats sentent que le navire coule, ils nagent vers le plus gros bateau à proximité. Et le bateau de Marceau était un yacht de luxe insubmersible. Dès le lendemain, le harcèlement a commencé. D'abord les messages mielleux sur mon téléphone. Maman, ma chérie, on a été maladroit hier soir. Le stress, tu comprends. On t'aime tellement. Pardonne-nous. On veut juste ton bonheur. Quand est-ce qu'on rencontre les parents de Marceau? On devrait organiser un grand dîner de réconciliation. J'ai fait ton gâteau préféré. Ophélie Sorette, je suis désolée. J'ai rompu avec Charles-Édouard ce matin. C'était un tocard, tu avais raison. Je peux venir passer le week-end dans votre ferme. J'adore la nature, tu sais. J'ai acheté des bottes en caoutchouc Chanel, je suis prête à aider. On pourrait faire des selfies avec les vaches, ce serait trop drôle. J'ai tout bloqué. Numéro réseaux sociaux, email. Silence radio. Je ne voulais plus jamais entendre leur voix fausse. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. 3 jours plus tard, Hubert s'est présenté au siège social du groupe Auvergne Bio Agri, un bâtiment moderne en verre et bois au nord de la ville. Il portait son meilleur costume un peu élimé au poignet, sa cravate de soie. Il a exigé de voir le PDG hurlant à l'hôtesse d'accueil qu'il était le beau-père et qu'il venait pour un poste de conseiller financier senior. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il allait restructurer l'entreprise. Marceau ne l'a même pas reçu. Il a regardé la scène depuis les caméras de sécurité de son bureau au dernier étage. Il a vu la sécurité, 2 hommes massifs escorter mon père dehors sans ménagement. Hubert s'accrochait au comptoir criant « Vous ne savez pas qui je suis. Ma fille va vous faire renvoyer. Je suis de la famille. » C'était pathétique. Une déchéance totale. Une semaine plus tard, c'est Ophélie qui a essayé. Elle a trouvé l'adresse de notre ferme, la vraie maison de Marceau, pas la cabane mais la belle ferme rénovée. Elle est arrivée en mini-jupe prétextant une panne de voiture. Elle pensait sans doute jouer la scène de la demoiselle en détresse, espérant que Marceau tomberait sous son charme maintenant qu'elle était célibataire. Malheureusement pour elle, Marceau n'était pas là, mais ses 3 bergers allemands Rex, Titan et Lou l'étaient. Ils sont entraînés pour garder les troupeaux et dissuader les intrus. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Ophélie réfugiée sur le toit de sa petite voiture, hurlant de terreur pendant que les chiens aboyaient joyeusement en bassautant autour du véhicule. Elle avait perdu une chaussure dans la boue. Son maquillage coulait. Elle ressemblait à un clown triste. J'ai appelé les chiens. Ils sont venus se coucher à mes pieds immédiatement. Dégage Ophélie, lui ai-je dit calmement. Et ne reviens jamais. La prochaine fois, je ne rappellerai pas les chiens. Et je porterai plainte pour violation de propriété privée. Elle est partie en trombe, rayant sa voiture contre le portail en pierre dans sa panique. C'était la dernière fois que je la voyais de près. Marceau a fait émettre une ordonnance restrictive par ses avocats. S'ils approchaient à moins de 500 mètres de nous ou de nos propriétés, ils allaient en prison. C'était le langage qu'ils comprenaient, la force et la loi. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas dans un château de la Loire. Ce n'était pas royal. C'était mieux. C'était vrai. Nous avons célébré la cérémonie au milieu des champs de Marceau sous une immense tente blanche ouverte sur la chaîne des volcans d'Auvergne. Le décor était simple, des bottes de paille recouvertes de lin blanc pour s'asseoir, des tonneaux de chêne servant de table, des guirlandes de lumière. Les invités. Pas de vicomte, pas de banquier véreux, pas de gens qui vous jugent sur vos chaussures. Il y avait les employés de Marceau, des gens simples et loyaux qui travaillaient la terre avec passion. Il y avait mes amis artisans, potiers, peintres, sculpteurs. Il y avait les voisins qui nous avaient vu grandir notre amour. L'ambiance était chaleureuse, pleine de rire et de musique folk. Je portais une robe simple fluide en dentelle de coton et dans mes cheveux j'avais tressé des fleurs, des champs, des coquelicots et des bleuets. Pas de diamants. Juste la nature. Quand j'ai marché vers Marceau, j'étais seule. Personne ne me donnait. Je n'avais pas besoin de mon père pour me transférer d'un homme à un autre comme une marchandise. Je me donnais moi-même librement avec fierté. Il avait les larmes aux yeux. Il était beau dans son costume en lin beige, non pas parce qu'il était riche mais parce qu'il me regardait comme si j'étais la seule femme sur terre, comme si j'étais précieuse. Garance, a-t-il dit dans ses vœux, sa voix brisée par l'émotion.
Tu m'as appris que la vraie valeur ne se mesure pas en hectares ou en euros mais en gentillesse et en courage. Tu es mon or. Tu es celle qui répare ce qui est brisé, y compris mon cœur. Et les 44 000 euros. L'argent volé et récupéré. Je ne l'ai pas dépensé pour le mariage. Marceau voulait tout payer, c'était son cadeau. J'ai utilisé cet argent pour créer la fondation Kintsugi. C'est une bourse pour aider les jeunes artisans et artistes de la région qui n'ont pas les moyens de payer leurs écoles ou leurs matériaux. Pour ceux qui, comme moi, à 18 ans ont vu leurs rêves brisés par manque d'argent ou par des familles qui ne croyaient pas en eux. Chaque année, je choisis 5 dossiers. Je leur donne les moyens de réparer leur avenir, d'acheter leurs outils, de louer leur atelier. C'est ma plus belle revanche. Transformer la cupidité de mon père en espoir pour d'autres. Transformer le mal en bien. Cela fait maintenant 3 ans. Je vous écris depuis la terrasse de notre maison. Ce n'est pas un château froid et humide mais une belle ferme rénovée pleine de lumière, de plantes et de rire. À l'intérieur, Marceau berce nos jumeaux Léo et Jade, nés il y a 3 mois. Il leur chuchote des histoires de tracteurs magiques et de fées des jardins. Je les regarde et je sais qu'ils ne connaîtront jamais le mépris ou la négligence. Ils seront aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils rapportent. Quant à ma famille, le karma a fini son travail avec une précision chirurgicale. Marceau a tenu parole. Il n'a pas saisi la maison tout de suite par pitié mais il a refusé tout nouveau crédit et a bloqué leur compte professionnel. Sans leur bouée de sauvetage financière, mes parents ont coulé rapidement. La banque a fini par saisir la villa 6 mois après notre départ. Elle a été vendue aux enchères pour une bouchée de pain pour rembourser les créanciers. Hubert et Bérénice vivent maintenant dans un petit appartement HLM en périphérie de la ville dans une cité grise. Mon père travaille comme vigile de nuit dans un supermarché pour compléter sa petite retraite. Lui qui se croyait roi doit surveiller des rayons de conserve. Ma mère qui méprisait tant les pauvres et les caissières doit maintenant compter ses centimes à la caisse et prendre le bus. C'est une leçon d'humilité qu'ils apprennent trop tard. Et Ophélie. Son vicomte l'a larguée dès qu'il a su qu'il n'y avait plus d'argent et que le château n'était qu'un mirage. Elle a essayé de devenir influenceuse sur Instagram mais sans le décor du château et sans argent pour ses tenues de marque, personne ne la suivait. J'ai entendu dire qu'elle vendait des produits cosmétiques pyramidaux sur Facebook harcelant ses anciens amis pour qu'ils achètent des crèmes miracles qui ne marchent pas. Elle est seule, aigrie et vieillit prématurément. Hier j'ai reçu une lettre. L'écriture était tremblante. C'était Hubert. Il n'y avait pas d'excuse. Juste une demande d'argent. Ta mère a besoin de soins dentaires, nous sommes vieux, tu es notre fille, le devoir filial, nous n'avons plus rien, aide-nous. J'ai marché jusqu'à mon atelier de céramique au fond du jardin. J'ai allumé mon four à 1000 degrés. J'ai regardé l'enveloppe une dernière fois. Je n'ai ressenti ni haine ni pitié. Juste de l'indifférence. Ils étaient devenus pour moi comme un vieux pot cassé qu'il est impossible de réparer car il manque trop de morceaux car la terre est pourrie. J'ai jeté la lettre dans le feu. Je les regardais noircir, se recroqueviller et devenir cendres s'envolant dans la cheminée. Je suis retournée vers ma vraie famille. Marceau m'a souri en me voyant entrer tenant nos enfants dans ses bras forts. Tout va bien, a-t-il demandé, voyant peut-être une ombre dans mon regard. Oui, ai-je répondu en embrassant le front de mes bébés qui sentaient le lait et l'amour. Tout est réparé. La meilleure vengeance n'est pas de crier. Ce n'est pas de détruire. C'est d'être heureux, terriblement insolemment heureux sans eux. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec ceux qui ont besoin de courage. Ça m'aide énormément. Et surtout abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire de revanche. N'oubliez jamais, votre valeur ne dépend pas de la façon dont votre famille vous traite. Vous êtes de l'or pur sous la boue. À bientôt.